Pour aujourd'hui, il faut répondre aux 2 dernières questions, après avoir fait des questions de prélèvement lors de l'activité précédente. Donc aujourd'hui, on va d'abord répondre à partir des progrès agricoles qu'on a vus dans la question précédente, savoir à qui profitent ces progrès. Question numéro 4. Donc les progrès, je rappelle rapidement, on avait vu qu'il y avait une hausse des rendements agricoles à la fin du XVIIIe siècle et qui avait tout de même une origine plus ancienne malgré des problèmes climatiques au XVIIe et au début du XVIIIe siècle, et que cela était dû à une amélioration des outils qu'on avait déjà abordés dans le chapitre précédent avec une planche de l'encyclopédie, mais aussi à la diffusion de techniques agricoles parfois anciennes. Donc, à qui profitent ces progrès? Si on revient justement au document de la question précédente, on voit que ces outils, ils ont beau être plus faciles à produire, ils ne restent accessibles qu'aux paysans les plus riches, les laboureurs, ceux qui ont les moyens d'acquérir ces instruments, ou plus généralement aux paysans qui sont propriétaires de leurs terres. Donc, vous pouvez noter que ces progrès agricoles, ils bénéficient avant tout aux paysans les plus riches, car les plus pauvres n'ont pas forcément les moyens de se payer ces outils. Donc les outils bénéficient avant tout aux paysans les plus riches. Mais c'est pas tout, puisque il y a des paysans riches, des paysans moins riches avec des toutes petites propriétés qui n'ont pas les moyens de se payer ces outils, mais aussi une grande partie de paysans qui ne sont même pas propriétaires, qui sont des simples manœuvres agricoles, engagés parfois à la journée ou à la tâche lors des périodes de récolte, quand il y a besoin de main-d'œuvre. Ce sont vraiment les paysans les plus pauvres. Et c'est pour ça qu'à cette époque, il se crée une inégalité, ou plutôt un échelonnage de richesses de plus en plus importante. On n'a plus juste les paysans, puis la noblesse et le clergé, même si ça n'a jamais été totalement le cas. Mais au sein des paysans, auxquels bien sûr il faut ajouter dans le tiers-état des commerçants, des lettrés et tout un autre tas de métiers, des artisans, mais au sein des paysans, on a une beaucoup plus grande diversité des niveaux et des qualités de vie. Entre les propriétaires terriens importants, les petits propriétaires terriens qui peuvent quand même bénéficier des revenus de leurs champs, et les manœuvres agricoles qui restent toujours mal payées à la journée et à la tâche, et uniquement la partie de l'année où on a besoin d'eux. Enfin, dernier point, et c'est pour ça que je vous avais mis le tableau ici, qu'on avait déjà étudié, c'est qu'en plus de ne pas bénéficier à tous les paysans, mais à ceux propriétaires de leurs champs, donc qui peuvent profiter de l'augmentation des rendements, et à ceux suffisamment riches pour s'acheter des outils, les récoltes, une partie va à l'église et aux seigneurs locaux. Donc eux aussi ils bénéficient de l'augmentation des rendements. Question 5. D'après le document B, donc celui qui est ici, expliquez pourquoi se déclenche la révolte des va-nu-pieds en Normandie à partir de 1639. Donc qu'est-ce qu'on voit dans ce document, qui est écrit, comme c'est précisé, 15 ans après les faits? Donc ce document, il nous parle d'un magistrat chargé d'une affaire de justice qui est pris pour un collecteur d'impôts. Là, avant de passer à la suite, je vous demandais de réutiliser des connaissances, notamment du chapitre 5. Comment on appelle un magistrat qui travaille pour le roi, qui administre une partie du royaume pour le roi, que ce soit pour la justice ou pour lever des impôts? C'est un officier royal. Donc on a un officier royal qui est chargé d'une affaire de justice, qui est pris pour un collecteur d'impôts. Or, le problème de certains officiers royaux, et là aussi on l'a expliqué, notamment les officiers chargés de la levée des impôts, c'est qu'ils cherchent à s'enrichir de leurs charges. Et ils s'enrichissent comment? En prélevant plus d'impôts que ce qu'ils doivent verser au roi, pour en garder une partie pour eux. Ils versent ce que le roi a demandé, ils en prélèvent plus. Alors ici, il s'agit de quel impôt dans ce document? Il s'agit de la gabelle. Et la gabelle, si vous revenez vers le document A, que je vous ai laissé à l'écran, vous savez ce que c'est. La gabelle, c'est une taxe sur le sel dont le roi a le monopole de la vente.
Ça veut dire que le roi est le seul à pouvoir vendre dans le pays du sel. Il est le seul à pouvoir vendre le sel dans toute la France, en y mettant un prix assez élevé. Donc c'est une forme d'impôt, c'est une forme de taxe. Donc que nous dit maintenant le texte sur le sel? C'est que certains paysans très pauvres ont le droit d'exploiter le sel blanc pour survivre sans être soumis à cet impôt que l'on doit payer lorsque on fait du commerce du sel ou tout simplement lorsqu'on achète du sel auprès des officiers royaux. Donc il y a des paysans très pauvres qui peuvent quand même, alors qu'ils ne sont pas officiers royaux, exploiter le sel blanc pour survivre. Donc là on a la situation. La gabelle, le fait que certains paysans très pauvres, notamment les paysans sans terre dont on a parlé avant, lorsqu'ils ne sont pas engagés par des paysans un peu plus riches pour exploiter leurs terres, ou à d'autres périodes, où il n'y a pas de récolte et donc pas besoin de main-d'œuvre supplémentaire, peuvent pour survivre exploiter le sel blanc. Or, arrive un officier royal qui est pris pour un collecteur d'impôts. Donc pourquoi il est pris pour un collecteur d'impôts? Parce que son frère, il est collecteur d'impôts justement. Et là, les paysans du coin ont cru que cet officier royal, qui lui n'était pas collecteur d'impôts, contrairement à son frère, s'était mis à travailler avec son frère, donc collecter lui aussi les impôts. Et les paysans très pauvres, qui sont vraiment au bord de la survie, qui exploitent le sel blanc vraiment pour survivre, devant cette rumeur, qui était infondée mais auquel ils ont cru, se sont rendus dans l'hôtel où il résidait pour le tuer. Et ils se révoltent contre le prélèvement de la gabelle parce qu'ils ont cru qu'il y avait un collecteur d'impôts supplémentaire qui venait encore prélever les impôts sur le sel alors qu'eux-mêmes avaient du mal à survivre. Qu'importe que ce soit faux, ils y ont cru et ça les a révoltés. Ces paysans y prennent un leader surnommé Jean Nu-Pieds, qui se révolte contre tous les impôts perçus comme non légitimes par ces paysans. Donc qu'est-ce que c'est des impôts non légitimes pour eux? C'est tout un tas d'impôts qui auraient été établis après la mort du bon Henri IV. Pourquoi? Parce que c'est un roi qui est perçu communément par le peuple comme le roi bon envers son peuple au sein de l'imaginaire populaire collectif. Donc je répète, ils prennent un leader, Jean Nu-Pieds, qui mène la révolte contre tous les impôts qui sont perçus comme illégitimes. Pourquoi? Alors comment on distingue un impôt illégitime? C'est pas forcément quelque chose de très concret, c'est quelque chose qui dans l'imaginaire collectif semble être tous les nouveaux impôts qui auraient été ajoutés depuis un temps fantasmé, mais qui dans l'esprit collectif leur semble réel, depuis le bon roi Henri IV, vraiment communément reconnu par son peuple comme le bon roi, ce bon Henri IV. Et donc, depuis Henri IV, tous les autres impôts qui auraient été établis seraient des impôts illégitimes, qu'importe que ce soit vrai ou non. Et cette révolte, elle a du succès, puisque la population locale la soutienne et ravitaille secrètement les révoltés.